c'est une sorte de conviction. C'est que dans la vie, il y a des pessimistes et des optimistes. Ce qui est super avec les pessimistes, c'est qu'ils ont toujours raison, parce qu'il y a toujours un moment donné où c'est difficile, où ça merde. Donc les pessimistes, quand ils te prédisent que ça va être difficile et que ça va merder, ils ont toujours raison parce qu'il y a toujours un moment où ça rate. En revanche, tous ceux qui ont écrit l'histoire des sciences, des religions, des entreprises, des arts, ça a toujours été des optimistes. Et donc, ce que j'ai à dire à un jeune, c'est si tu as envie d'écrire ton histoire, ou l'histoire d'un groupe, ou l'histoire d'un pays, ou l'histoire d'un secteur d'activité, le seul truc que tu as à retenir, c'est sois optimiste. Bienvenue sur Meditalks, le podcast de la prévention santé. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui sur Meditalks un acteur majeur de la transformation numérique de notre système de santé, Dominique Pon. Ingénieur diplômé de Télécom Sud Paris, il entame sa carrière dans l'industrie chez Schlumberger, puis Vinci Énergie, avant de rejoindre en 2001 la clinique Pasteur de Toulouse. Il y occupe différents postes, avant d'en devenir directeur général en 2011. Sous son impulsion, la clinique s'impose comme un établissement pionnier dans la modernisation de l'organisation des soins, notamment grâce au développement d'un logiciel de dossier patient et à la création d'un incubateur dédié à l'innovation en santé. Dominique Pon a également présidé Santé Cité, un groupement coopératif de cliniques indépendantes, et participé à la fondation de plusieurs startups dans le domaine de la e-santé. De 2019 à 2022, il est nommé responsable ministériel au numérique en santé, où il pilote des chantiers structurants comme le Ségur numérique ou la création de Mon Espace Santé. Depuis début 2023, il est directeur général adjoint de DocaPost et dirige la Poste Santé et Autonomie, avec pour ambition de faire de cette entité un acteur de référence de la santé à domicile et de la gestion des données de santé. Il vient aujourd'hui nous parler de son parcours, de ses convictions et de sa vision d'un numérique utile et pleinement au service des professionnels comme des citoyens français. Dominique, bonjour. Bonjour Max. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour discuter aujourd'hui. On va parler de beaucoup de choses, de ton parcours en particulier, des passerelles entre secteur privé et public, de ce que ça signifie d'innover dans un système de santé aussi complexe que le nôtre, et aussi quand on est directeur d'une clinique aussi importante que celle que tu as dirigée. On évoquera aussi ton passage au ministère, les outils concrets de terrain, l'IA. Il y a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui. Mais est-ce qu'avant de commencer tout ça, tu peux nous rappeler d'où tu viens et dans quel environnement tu as grandi, s'il te plaît? Je suis un petit gars de province. Ah, voilà, je viens du sud de la France, classe moyenne avec une éducation, on va dire, très sociale. Avec, voilà, j'ai aussi vécu dans des quartiers, voilà, donc une enfance heureuse, plutôt dans des quartiers populaires, et plutôt avec une éducation de conscience sociale qui fait que ça m'a marqué pour toute ma carrière professionnelle, au-delà d'avoir des challenges intellectuels. Moi, j'ai besoin qu'il y ait une dimension de justice sociale dans tout ce que je fais, et ça depuis l'enfance. Et je pense que ça a été un marqueur assez important de mon éducation et qui a beaucoup, beaucoup influencé mes choix et mes orientations professionnelles. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de... C'est quand même lié à la politique, du coup, il y a un terrain politique dans ton engagement initial, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est enraciné à ce point-là? Politique, oui, mais surtout social, c'est-à-dire, en gros, pour le dire d'une formule, j'ai toujours été dubitatif quand j'entendais les gens qui disaient qu'ils avaient réussi leur vie professionnelle à coup de travail et de mérite. Moi, je crois l'inverse. Je pense que c'est juste un concours de circonstances. Quand on a la D'accord. chance, voilà, d'avoir été dans un environnement favorable, positif. Euh, voilà, ben, globalement, les choses se passent bien, mais quand on a la malchance familiale, d'environnement social, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de réussir professionnellement. Donc, moi, j'ai beaucoup de chance. Voilà, j'ai eu l'école publique qui m'a aidé à m'en sortir. J'ai eu des parents aimants.
Et donc, j'ai conscience que c'est une chance. Et donc, en fait, tout mon parcours professionnel, ça a été d'essayer de rendre ce que j'ai eu la chance de recevoir. C'est même une sorte d'obsession, en fait, depuis D'accord. toujours. D'accord, alors je comprends très bien, et puis c'est très légitime, donc c'est un bon choix. Et néanmoins, tu crois pas à la méritocratie? Effectivement, les conditions initiales des familles varient beaucoup et donc peuvent rendre beaucoup plus difficile le parcours, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais néanmoins, il y a des gens qui arrivent aussi à s'en sortir par le mérite, en bossant, etc. Donc est-ce que ça joue pas quand même? Est-ce que la volonté individuelle de réussir et de s'en sortir, entre guillemets, est quand même pas importante à prendre en compte aussi? Bah, en tout cas, je me méfie beaucoup de ce système de valeurs. D'accord. Je me méfie beaucoup, beaucoup de ça, parce que je pense que c'est un alibi à créer une forme d'élitisme où tu aurais d'un côté ceux qui méritent et de l'autre côté ceux qui ne méritent pas. Et quand Mhm. tu creuses les histoires de vie, c'est jamais le cas. C'est beaucoup en fait de circonstances, les circonstances de la vie qui font qu'on est en capacité de pouvoir se donner les moyens d'atteindre un but, mais il y a des moments, les circonstances de la vie font que tu peux pas même pas te donner ces moyens-là, psychologiquement, d'un point de vue affectif, d'un point de vue matériel. Et donc en fait, moi j'ai toujours pensé que, et tout mon parcours professionnel m'a toujours conforté dans cette vision-là, qu'on peut prendre n'importe qui dans un contexte positif, euh, avec des moyens humains, matériels, affectifs, n'importe qui peut devenir le héros de sa propre vie. Et donc, il n'y a pas une sorte de division du monde entre ceux qui travaillent, ceux qui méritent, ceux qui se donnent les moyens, et les autres qui seraient des paresseux, incapables de rien faire. C'est beaucoup les circonstances de la vie. Et dans mon parcours professionnel, le fait d'essayer humblement, hein, mais d'essayer de créer un contexte autour de moi qui permet l'émergence de mobilisation des gens pour créer du sens, pour créer une forme de sécurité pour que les gens puissent se développer dans leur propre champ de compétences. Ça a toujours été un marqueur de ma vie professionnelle de créer ce contexte-là autour de moi. C'est important pour moi. Parce que j'ai cette conscience un peu sociale depuis toujours. Et je dis pas que c'est bien, hein, D'accord. c'est comme ça, c'est un fait, quoi. Ok, je comprends. Et est-ce que du coup c'est aussi une idée qui a guidé tes choix pour faire tes études, tout simplement? Tu as fait des études d'ingénieur du coup? En fait, je venais d'un milieu familial où, en gros, j'étais plutôt bon à l'école, voilà. Mais dans mon milieu professionnel, avec des grands-parents qui auraient pu être du monde ouvrier, si on est bon à l'école et qu'on veut faire un métier honnête, il faut être ingénieur, pas commercial. Moi, ça m'intéressait le secteur santé, mais être un médecin, c'était pas fait pour mon milieu à moi. Être un médecin, c'était plutôt pour les grandes familles, plutôt bourgeoises. Et moi, D'accord, l'atavisme familial, c'est si tu es bon à l'école, un métier honnête, c'est ingénieur. d'accord. Commercial, c'est pas vraiment honnête. Et médecin, c'est pas fait pour notre milieu social. Donc, Mhm. je pense que j'ai été quand même pas mal influencé par ça. C'était un peu inconscient, forcément, hein. D'accord, Mais je pense que je suis devenu ingénieur à cause de ça, de cette espèce d'atavisme d'accord. familial. Ça faisait partie du spectre des choix possibles en tout cas, et ça convenait à tes compétences, quoi. À mes compétences et puis à des valeurs familiales. Ouais, d'accord, je comprends. Et donc du coup, comment ça s'est passé? Tu as aimé ces études-là? Ça t'a permis d'avancer? Ça a correspondu à ce que tu imaginais aussi? Est-ce que ça t'a permis de t'exprimer, de te réaliser? En fait, je pense que j'aurais pu faire plein de choses différentes Ah d'accord, t'es un parce que, polyvalent. ouais, puis parce que dans le fond, je me suis aperçu depuis l'enfance que le seul truc que je sais faire, je dirais mon seul talent, j'en ai un seul, c'est d'influencer les gens, en fait. D'accord, ah, t'es Et donc, convaincant. C'est ton super pouvoir. c'est une sorte de super pouvoir, C'est bien, c'est bien voilà. de le Donc connaître. après, donc ingénieur dans le commerce, ça aurait pu être Sciences Po, peu importe. C'est dans un environnement humain, c'est d'influencer les gens autour de moi. J'essaie que ça soit, une sorte de combat aussi, hein, Bien que ça sûr. soit éthique, mais c'est mon super pouvoir. Et donc ce super D'accord. pouvoir, tu peux l'exercer en tant qu'ingénieur, entre autres.
Attends, mais moi ça me passionne du coup, c'est pas tous les jours que j'ai un super héros de l'influence ou voilà de ce super pouvoir là. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se pratique? Est-ce que c'est un truc que tu as effectivement depuis tout petit et que t'as pas eu à travailler vraiment ou est-ce qu'au contraire tu as à le travailler régulièrement et que tu as des méthodes et voilà sous quelle forme ça se présente et en quoi c'est utile quoi? J'aimerais bien que tu nous parles un peu de tout ça. Bah, j'ai zéro méthode. Non, c'est D'accord. vraiment, c'est malgré moi, en fait. C'est un OK, truc qui c'est naturel m'échappe. pour toi. Ouais, ça m'échappe. D'accord. C'est, je sais pas, dans l'attitude, dans l'engagement, même quelquefois dans le silence, dans la façon de regarder, dans la façon de me positionner. Ça m'échappe, en D'accord. fait. Je me suis aperçu que j'avais de l'impact sur mon environnement. Et donc, mon sujet à moi, c'est d'en faire quelque chose qui soit beau. Et ça a Hmm, toujours été le truc très important ouais, dans ma vie, d'en faire quelque chose de ce talent-là très utile et qui me paraisse être beau humainement. hmm, je Mais comprends très bien. j'ai pas de méthode. Et puis en plus, je me méfie énormément des méthodes, énormément des méthodes managériales, énormément de toutes les méthodes d'influence dans le monde professionnel. Je veux pas le modéliser, je veux pas l'objectiver. D'accord. Et tu t'es rendu compte que tu avais ce talent très jeune ou c'est un truc qui est venu plus tard avec les études Alors, très jeune, très D'accord, ok. jeune. Je sais pas, dans les relations avec les gens. D'accord. Donc tu t'es rendu compte qu'il fallait utiliser ça et que ça allait te servir effectivement toute ta vie, quoi. Me servir, enfin, de toute façon, j'étais condamné à en faire quelque chose. Oui, tout à fait. T'es ce que t'es, voilà, t'es condamné à en faire quelque chose. Voilà. Mhm. Ok. Très bien. Et donc tu commences ta carrière, si j'ai bien compris, dans des grands groupes industriels français. Euh, et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du développement informatique, tu fais de la gestion de projet, tu fais... En fait, j'ai démarré, j'ai fait 2 années dans le secteur aéronautique pour D'accord, développer des systèmes embarqués. Je trouve ça vraiment super. Et après, je me suis retrouvé dans un programme un peu lié au monde de l'aéronautique, dans le contrôle de bagages avec des algorithmes de traitement d'images et d'intelligence artificielle d'ailleurs déjà à l'époque intéressant. pour repérer les bombes dans les bagages au travers d'images rayons X. Donc D'accord, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, donc c'est un peu dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et donc là, voilà, je travaille chez un groupe qui est chez Schlumberger, et puis ensuite c'est une entité qui a été vendue à un groupe allemand. Et là, je me suis vraiment éclaté. C'était d'accord, de la R&D, du développement. On était avec des chercheurs pour imaginer des algorithmes assez sophistiqués pour détecter automatiquement les bombes et puis après les stupéfiants dans les bagages, dans le cadre du contrôle bagage aéroportuaire ou du contrôle de fret. Donc ça, d'accord. c'était super. Et puis comme ma nature confère ce que je viens d'expliquer sur la notion d'influence, c'est que même en démarrant par un sujet très tech, ma nature, c'est de prendre des responsabilités managériales parce que la seule définition qui vaille sur le management, c'est influencer. Manager, c'est influencer. Et donc, comme Mhm. c'est ma spécialité d'influencer, très vite, je suis devenu manager, voilà, dans un grand groupe. Voilà. Oui, c'est cohérent, effectivement. D'accord. Et donc, à quel moment l'appel du public est venu à ce moment-là? C'est après tes expériences dans ces industries-là? Parce que du coup, c'est cohérent aussi avec ton parcours et ta volonté voilà, d'engager les En autres et de faire fait, changer les choses. ce qui s'est passé, c'est que bon, je m'éclatais, je trouvais ça super passionnant. Et stimulant, etc. Donc, à 30 ans, en gros, je dirigeais voilà, beaucoup d'entités dans un contexte international, tout ça. Donc, en gros, D'accord. j'avais le profil typique d'un jeune cadre dynamique. Et là, Mhm. je me suis dit, oui, mais la dimension sociale que tu cherches, et de justice sociale, elle n'y est pas vraiment là. Et donc, en gros, pour le dire d'une formule, je me suis dit, j'ai dit à ma femme, écoute, tu vas rire, je voudrais repartir en bas de l'échelle, diviser mon salaire par 3 ou 4, redevenir un simple lambda avec ce que je sais faire, mais dans un secteur social. En fait, c'est pas d'abord le secteur public qui m'intéressait, c'est revenir dans un D'accord. secteur social pour des questions de justice sociale. Et de fil en aiguille, ça aurait pu être dans un dans un secteur associatif, ça aurait pu être dans l'humanitaire, ça aurait pu être dans un truc très social. Et un peu les hasards de la vie, en fait, que j'ai croisé le secteur de la santé. Et je me suis dit, tiens, tu vas pouvoir y trouver un champ
où tu vas pouvoir exprimer cette notion de justice sociale, parce que c'est éminemment social, la santé. C'est un secteur dans lequel des humains sont censés prendre soin d'autres êtres humains. Donc, il n'y a pas plus humaniste que le secteur de la santé. Et donc là, j'ai postulé, en quittant un poste de DG, si tu veux, j'ai postulé comme informaticien de base dans un hôpital en repartant en bas de l'échelle, en faisant ce pari. Et comme ma femme a le Ok. sens de l'humour, elle m'a dit OK. Eh ben, c'est bien. Et donc ça, c'était à Toulouse. Et voilà, donc j'ai postulé dans plusieurs voilà, hôpitaux et D'accord. j'ai été recruté comme informaticien de base en quittant un poste de DG dans une clinique à Toulouse qui s'appelle la clinique Pasteur où je suis arrivé comme simple informaticien. D'accord. Et ça, on Donc, tu vois, recrute c'était un facilement, hein. parcours, il y a une rupture. Ah oui, tout à Ah fait. ben, au début, c'était pas simple en fait d'expliquer que tu quittes un poste de DG pour redevenir informaticien. Tu vois, c'est pas si simple Bah oui, parce il que faut que tu le connais pas le recruteur il secteur, comprenne ce tout que ça. tu fais et que pourquoi tu fais Voilà, ce donc choix-là, j'ai quoi. été aidé, voilà, des gens qui ont cru en moi et qui ont recruté. Donc, je suis vraiment reparti en bas de l'échelle. Super. Donc, j'adorais d'ailleurs cette liberté de me dire que je dirigeais ma vie pro et que je me Mhm. laissais pas embarquer juste par la réussite professionnelle, mais que je décidais en fait de faire Bah, bien quelque sûr. chose qui correspondait à ce à quoi j'aspirais. Oui, qui avait du sens pour toi, quoi. Ok. Et donc, Ouais, mais bon, si tu veux, Max, le truc de ça a du sens pour moi, c'est tellement tarte à la crème de dire ça. Tu vois, tout le monde te raconte qu'ils font des trucs qui ont du sens. Moi, c'était pas juste, c'était pas les mots que j'avais dans ma tête, c'était de dire, j'ai besoin, d'une manière ou d'une autre, de participer à quelque chose qui redonne de la justice sociale. Moi, c'était d'accord. vraiment très précis, en fait, ce que j'avais dans ma tête. Donc, je me disais, dans la santé, je pense que je vais pouvoir trouver un champ, voilà, de développement là-dedans. Alors, j'y suis allé par le métier que je connaissais, qui était le numérique, parce que j'avais été formé à ça. Mais dans ma tête, c'était participer à quelque chose qui soit, ouais, qui une forme de justice, quoi. D'accord. Et donc, tu y as trouvé ce sens-là, du coup, en travaillant à la clinique Pasteur? Ben, ça a démarré par le numérique, j'ai développé des trucs, j'étais en contact avec des gens dont je suis tombé amoureux, le personnel soignant, des secrétaires médicales, les Et aides-soignantes, c'est des gens qui sont engagés, hein? ouais, engagés, et puis au quotidien des gens fantastiques, des infirmières, Mm. des médecins, enfin, c'est des gens dont je suis tombé littéralement amoureux. Donc mettre toute mon énergie et ma capacité aussi d'influence dans ce secteur-là au contact des gens, ça a été fantastique. Donc j'ai développé des logiciels pour les aider, puis après ça a été D'accord. médiatisé. Voilà, par Douste Blazy qui était ministre de la Santé à l'époque, puis qui a lancé le dossier médical partagé depuis ma clinique. J'étais informaticien, si tu veux. Et Mm. donc, je me suis intéressé, j'ai apporté ce que je pouvais apporter moi en termes de compétences pour aider les soignants, en gros. Et Mm. ça a été super, vraiment super, super. Ouais. D'accord. Et donc, après, comment ça s'est passé pour que tu changes, du coup, de poste dans cette clinique-là? Parce que finalement, tu as fait ça, puis après, tu as dû encadrer des Ouais, gens, ton naturel est après, quand, revenu. oui, mais c'est ce que je disais, je veux dire, j'en fais pas une fierté, je suis fabriqué comme ça, je Oui, suis tu es comme ça. fabriqué comme ça, voilà. Et donc, au bout d'un moment, ben, voilà, la direction générale, puis après des membres du conseil d'administration de la clinique, qui est une clinique de médecins, c'est une clinique indépendante qui appartient pas à des grands groupes, mais c'est vraiment une clinique qui appartient aux médecins de la clinique. D'accord. Ils m'ont demandé si je voulais pas rentrer au comité de direction, puis devenir directeur général adjoint, puis après, in fine, ils m'ont proposé le poste de directeur général, qui, en vrai, je le dis, et vraiment, c'est pas arrogant du tout, mais c'est un peu écrit d'avance chaque fois, parce que c'est ma façon d'être, et le seul truc Mm. que je sais faire, c'est influencer, donc je me retrouve toujours dans le monde professionnel à avoir ce rôle de management, en gros, Oui, parce non, que mais je comprends. c'est là où je suis fait, enfin, je suis fait pour ça, en fait. Mm. Oui, et puis c'est là où t'es le meilleur, sans doute aussi. Donc, c'est Exactement, légitime, exactement. c'est normal. Et puis je sais faire que ça. D'accord. Bah non, de C'est déjà l'informatique pas aussi, mal, quand hein, même. c'est déjà pas mal, hein. Oui, c'est C'est déjà pas déjà pas mal, mal. oui. Ok, très très bien. Et qu'est-ce que je veux dire? Bah du coup, ça m'intéresse parce que qu'est-ce que c'est le job d'un directeur de clinique du coup au jour le jour? Il y avait cette question-là qui m'intéressait. C'est un peu vague peut-être, mais et en particulier sur la partie innovation, c'est-à-dire comment tu en parles dans quelques vidéos que j'ai vues un petit peu, mais si on peut aller un peu plus loin, comment tu fais pour manager l'innovation dans ce contexte-là, dans un contexte quand même qui est très normé, la santé, et donc voilà, tu racontes un petit peu ça, mais est-ce que tu peux nous le raconter encore un petit peu comment tu as géré ce poste-là
et l'innovation en particulier dans une clinique? En fait, je conceptualise jamais en fait ce que je fais. Euh, Ok. T'es un je intuitif, me, quoi. oui, et un affectif. Et je suis très affectif en fait, c'est-à-dire que euh, enfin, je me comporte dans le milieu professionnel en essayant qu'il n'y ait aucune différence avec ma nature profonde et ce que je suis dans le Mhm. monde personnel. Donc en fait, je mets zéro barrière, limite, différence. Je cherche pas à changer d'attitude. J'essaie juste d'être D'accord. pas schizophrène et d'être Mhm. la même personne Je avec comprends. mes amis, ma famille, mes enfants, dans mes pros. Et donc, comme ma nature, c'est plutôt d'être quelqu'un de très, très, très engagé, je pense très sincère, un peu romantique Mhm. et très affectif. En fait, dans une clinique, comme dans une boîte industrielle, comme aujourd'hui à la Poste, comme au ministère, je suis toujours la même personne. Toujours, toujours, toujours. Donc, pour une clinique, c'est quoi? C'est un peu comme un village avec plein, plein, plein de métiers, plein de gens différents, comme dans un village. Et donc, tu as des médecins, tu as des aides-soignantes, tu as les brancardiers, tu as les gens qui ramassent les déchets, tu as un service technique, tu as un service informatique, tu as le service biomédical qui s'occupe du matériel médical. Tu as plein de statuts différents, tu as plein de sociétés différentes dans une clinique, tu as plein d'artisans, tu as des gros investissements, tu as du numérique, ça foisonne de sujets. Et donc, en fait, le seul truc pour moi, c'était de me dire, ouais, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est que ces gens, je les kiffe. Je suis profondément amoureux d'eux. Donc, j'ai envie de donner toute ma vie, toute mon énergie, toutes mes forces, toute mon âme pour ces gens. Et quand tu fais ça, ça crée des opportunités d'engagement des gens qui eux-mêmes t'apportent des sujets d'innovation. Et comme l'innovation, c'est une part de rêve, Mhm. et que moi, j'ai besoin de créer ça, j'ai besoin de créer une sorte d'énergie et d'engagement collectif qui fait rêver, c'est une forme de romantisme un peu. Mhm. Je mets ça d'abord en avant et j'essaye en tout cas de m'impliquer à 1000% pour aider les gens à créer leur part d'engagement à eux-mêmes qui souvent passe par des sujets d'innovation ou des sujets sociaux. Et donc là, en fait, en créant ce contexte-là, tu vois, j'allais passer du temps dans les services à laver le cul des patients avec les aides-soignants. J'allais passer la monobrosse avec les femmes de ménage. J'allais le plus possible au contact des gens dans leur quotidien et pour participer avec eux sans que ça soit perçu comme quelque chose de démagogique parce que moi, c'était très sincère de m'engager. Et quant à ça, Mhm. les gens eux-mêmes te proposent des sujets d'innovation. Bien Les gens sûr. de la cuisine de la clinique Pasteur, ils m'ont proposé 1000 innovations. Mhm. Planter nos champs de carottes, de patates et de poireaux dans la banlieue de Toulouse pour faire du circuit court, recycler des déchets fermenticides pour faire de l'engrais pour nos champs à la cantine, s'engager dans un grand programme avec des assos, pour rééquilibrer le rapport oméga 6, oméga 3 dans l'alimentation pour la prévention des risques de cancer et des risques cardiovasculaires. Et puis après, tout le monde, et puis après, ils m'ont dit, on pourrait faire un potager suspendu sur un toit, sur un bâtiment de cancéro. Et puis après, ils m'ont dit, ouais, mais on pourrait bosser avec des assos de quartier pour réinsérer des gens éloignés de l'emploi dans les quartiers chauds de Toulouse. Puis après, le service informatique m'a dit, ouais, on pourrait faire une épicerie solidaire avec un service en ligne parce qu'on a des gens qui galèrent au niveau économique dans notre clinique et chez nos patients. Et puis après, ils m'ont dit, ah, on pourrait faire quelque chose dans la clinique qui serait une sorte de TEDx de la clinique où les héros, ça serait les gens de la clinique. Et donc, ça crée une Grosse sorte émulation, hein. d'énergie où c'est pas Ouais. moi, en fait, qui l'ai fait. Je- c'est juste, j'ai essayé de créer un contexte dans lequel les gens pouvaient eux-mêmes, en fait, créer leur innovation. Et c'est ça, Ok. en fait, et après, la performance économique, qualité, conformité, tout ça, ça a été une conséquence d'une dynamique collective Mhm. qui a marché d'ailleurs. On est devenu d'ailleurs la première clinique de France Mhm. en activité, en économie, mais ça n'a jamais été un présupposé. Mhm, je Ça comprends. a été une Bien conséquence sûr. d'une sorte de dynamique collective. Voilà. Ce qui a toujours été D'accord. ma façon d'être. Et je dis pas que c'est bien, hein. Je dis pas que c'est bien, ni que c'est la seule méthode, mais Mhm. c'est ma nature, en fait, d'être comme ça. Je comprends. Et alors, bah, c'est intéressant comme environnement. Donc, il y a
clairement aussi un côté chef d'entreprise là-dedans aussi pour créer le contexte pour que l'innovation se fasse. Et j'ai deux questions du coup. La première, c'est est-ce que du coup il y a beaucoup de subsidiarité dans les organisations que tu manages? C'est-à-dire est-ce que tu laisses les personnes à la cuisine qu'on propose une innovation prendre part à leur propre innovation et la gérer, en être responsable et se l'approprier? Ou est-ce que c'est un peu plus pyramidal que ça et qu'il faut quand même le gérer à plus haut niveau? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu laisses les gens Ben, prendre, moi, s'emparer de leur propre innovation, quoi. en tout cas, moi, je suis heureux et à l'aise dans des organigrammes très plats. Hmm. Moi aussi. Je suis pas à l'aise dans les trucs à plusieurs couches. Je suis pas, Ouais. je dis pas que c'est bien ou pas bien, tu vois, c'est juste que Ah ouais. je me sens pas heureux dans des organisations avec beaucoup de couches. Donc en fait, moi, partout où je vais, c'est très très plat. Hmm, je comprends. Et en faisant le pari que si on est engagé, que les gens te sentent sincère, avec j'ai plein de défauts, mais une sorte d'engagement très très sincère, ben, les gens se donnent l'autorisation ensuite de faire eux-mêmes, pas comme moi, mais comme eux, ils ont envie de faire. Et donc moi, je crois à ça, et donc de démultiplier la capacité à prendre des initiatives, de la responsabilisation, mais sans le conceptualiser. C'est juste par le système d'engagement à leur côté. La preuve par Et l'exemple, dans quoi. euh, enfin, la preuve, pas la preuve, l'espace de liberté qu'on donne aux autres, juste en démontrant qu'on est sincère dans le fait de les aider du mieux qu'on peut. Hmm. Donc cet engagement un peu comme ça, très très fort, hein. Quand je dis que je m'engage vraiment. Je donne tout mon temps, toute mon D'accord. énergie, toutes mes forces, toute mon âme, comme si c'était pour ma famille. Tu vois, c'est D'accord. un peu un truc un peu comme ça. Et ça, j'ai remarqué de façon empirique, et j'ai jamais voulu le conceptualiser, que ça crée une sorte d'énergie où les gens, en fait, ils sont quasiment toujours très responsables de ce qu'ils font Hmm. et très sérieux, et y compris sur le sens de l'intérêt de l'entreprise, même économique. Ils font pas Hmm. n'importe quoi, les gens. Les Hmm. gens, Je suis d'accord avec ça. voilà, ils ont vraiment le sens des responsabilités à tout niveau. Voilà. Bien sûr. Si on leur laisse la possibilité d'exprimer de la responsabilité, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est pas que leur laisser, hein, il faut qu'ils sentent qu'il y a une sincérité, un engagement Hmm. indéfectible. D'accord. Oui, tu dois être le leader quand même, quelque Ouais, mais qu'est-ce que part. c'est un leader? Un leader, Qui moi, montre moi, je ça, sais son pas, engagement et ça. je sais pas trop ce que c'est un leader. En fait, moi, je cherche pas à être un leader. Je cherche juste à être moi-même pleinement. Et Hmm. être moi-même pleinement, c'est m'engager complètement et profondément aimer les gens. Moi, j'ai toujours ressenti, dans ma tête en tout cas, que le mot manager, dans ma tête, c'est remplacé par le mot aimer. Aimer, ça veut pas Hmm. dire que tu es toujours bienveillant. Des fois, tu peux être chiant, tu peux te mettre Hmm. en colère, mais c'est de projeter quelque chose de très affectif. Je peux pas m'empêcher de kiffer les gens avec qui je travaille, quel que soit le milieu d'ailleurs. Hmm. Je peux pas m'en empêcher. Je suis fabriqué comme ça. D'accord. Voilà, je te rejoins tout à fait. Ça me semble être l'aspect le plus important dans notre travail, c'est que d'aimer effectivement les gens avec qui on travaille. Et ça me semble nécessaire, quoi. Parce que sinon, ça rend la vie très compliquée. Très bien. Et je voulais te poser une autre question également sur l'innovation et sur ton rôle du coup de directeur de clinique. C'est que pour connaître un petit peu le monde de la santé quand même, il y a pas mal de normes, de contraintes qui peuvent s'exercer lorsqu'on essaie de faire bouger un peu les lignes. Et je veux savoir si tu avais ressenti ça déjà quand tu étais à ce poste-là. Et si oui, comment tu l'as géré? Est-ce que ça t'a effectivement créé des problèmes? Est-ce que ça t'a freiné? Ou est-ce qu'il y avait des choses à contourner? Est-ce que c'est ton engagement qui a permis de lever les freins? Moi, ce que je pense, c'est que on n'est jamais aussi créatif et imaginatif que quand le cadre est très concret et contraint et concret. En fait, je sais pas si Picasso, il disait que pour pouvoir créer en peinture, il fallait apprendre à peindre au fil à plomb, c'est-à-dire le truc le plus Mmh. rigoriste du monde. Mmh. Et moi, je pense que le secteur de la santé qui est assez très, très normatif, très contraint, euh, en fait, c'est justement dans ce champ-là qu'on peut créer de l'innovation. Parce qu'en fait, tu résistes en quelque sorte, et donc tu crées des voies de passage. Mmh. Quand il y a rien, quand tout est ouvert, je pense que tu peux avoir des attitudes conformistes. Et donc, Mmh. dans la santé, le simple fait qu'il y ait des règles du jeu contraintes, mais qu'il y ait de l'engagement humain, du sens humain, c'est quand même magnifique de bosser dans le secteur de la santé. C'est un des secteurs les plus beaux. En fait, dès lors qu'il y a de la confiance, ben en fait, les gens, j'ai eu aucune difficulté à innover. Et mes équipes ont eu aucune difficulté à innover.
dans un cadre contraint. D'accord. Parce que, enfin, tu cherches toutes les voies de passage. Toi, Mhm. même les gens dans des environnements, même emprisonnés, c'est ce qui Mhm. permet de développer le plus l'imagination et le rêve, Mhm, tout parce à que tu en fait. as besoin pour survivre. Et donc en fait, vraiment, ça n'a pas été compliqué d'innover. D'accord. Mais alors, je suis d'accord avec toi que le cadre est nécessaire pour pouvoir innover. Il faut un cadre pour innover. Après, quand même, ça dépend un petit peu de la taille du cadre. Si tu te reste plus qu'une petite zone comme ça pour innover, c'est quand même plus difficile pour avancer. Et après, on peut aussi innover puis que les choses avancent très très lentement. J'ai vu des interviews de toi qui expliquaient il y a quelques années que quand même il fallait être honnête et que c'est difficile de faire avancer les choses rapidement, par exemple. Alors, ce que j'expliquais là, c'est pas exactement ça. Ce que j'expliquais, c'est que le Je te laisserai secteur de la expliquer. santé Mhm. est un secteur qui avance lentement, Mhm. qui avance, je trouve, qui progresse lentement. Et c'est pas politiquement correct de dire ça, mais j'ai toujours pensé ça. Je trouve qu'on met beaucoup, beaucoup de temps à avancer, que ça avance, c'est à la vitesse de la tectonique des plaques, la santé. Et donc, Mhm. quand tu vois, par exemple, les sujets de prévention, Mhm. c'est l'avenir et puis c'est notre seule porte de sortie, hein, pour s'en sortir et avoir un modèle de santé soutenable financièrement, c'est qu'il faut muter vers la prévention, ça avance à 2 à l'heure. Donc ce que je disais, c'est que le système est lent. Mais dans ce système lent, un peu conservateur, etc., des îlots d'innovation, si tu zoomes, tu vas en Mhm. trouver partout. Bien Parce que sûr. dans ce cadre contraint, ben, tu as plein de gens qui résistent et plein de gens qui créent. Et D'accord. c'est ça, notre difficulté, c'est pas d'innover. Notre difficulté, c'est de prendre les innovations et de passer à l'échelle pour faire des vraies transformations profondes dans notre système de santé. C'est pas D'accord. tellement l'innovation qui compte. Ok. De l'innovation, tu en as partout. Ce qui compte, c'est de faire des choix pour passer à l'échelle des nouveaux modèles du système de santé. Ça, par D'accord. contre, on est en grande difficulté. D'accord. Et pour quelles raisons tu peux développer un petit peu ça? Qu'est-ce qui sont les freins justement à industrialiser en quelque sorte les innovations? Bon, déjà, il y a une sorte de névrose française. On adore les expérimentations Mhm. et on a du mal à faire des choix. Ah oui, je Donc ça comprends. déjà. C'est un problème, oui. Et ensuite, dans le secteur de la santé en particulier, pourquoi? Bon, déjà, c'est un secteur qui est très administré, c'est financé par la Sécu, il y a beaucoup, beaucoup de réglementations, c'est très Mhm. fragmenté, il y a Mhm. énormément de métiers, Mhm. énormément de corporations. Là, il y a une grosse répartition slash dilution des responsabilités entre plein d'acteurs. Donc Mhm. en fait, on laisse se créer un écosystème un peu diffus sans faire des choix et sans euh, comment dire driver en fait le sujet. On laisse se créer les choses en bottom-up et le bottom-up, il a des limites. Oui, il Et, faut décider à un et moment. sur des grands choix de société, au bout d'un moment, il faut décider, faire des choix, Mhm. et puis aller chercher des réussites collectives en faisant des choix structurants. Et ça, on a beaucoup de mal au niveau économique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de corporatisme en fait dans le secteur de Ouais, la santé et beaucoup de réglementations qui font que c'est lourd de bouger le système. Et c'est une de mes grosses inquiétudes pour notre système de santé français, ça d'ailleurs. d'accord. Et j'imagine que du coup, ton passage au ministère a permis de t'apporter de l'information, de t'éclairer sur tous ces sujets-là, des blocages ou des freins possibles. Du coup, c'est après la clinique Pasteur que tu es allé travailler au ministère? En fait, j'ai été appelé par le ministère de la Santé au début pour écrire un rapport sur le numérique en santé. Oui, en 2018, j'ai vu ça. Voilà, en donnant mon avis. Bon, en gros, j'ai expliqué que dans ce rapport que j'ai fait avec Anne-Laure Coury de la CNAM, que bah, on n'avait pas vraiment eu de politique ces 20 dernières années en matière de numérique en santé. Et justement, on avait laissé fleurir les logiciels sans règles. Mhm. Et donc, on crée une espèce de bidonville numérique en Mhm. France, qui, avec beaucoup de surcoûts, des ruptures dans les parcours de soins parce que les logiciels communiquent pas les uns avec les autres. Et donc, les données n'appartenant toujours pas aux citoyens. Enfin, on est vraiment très, très en retard alors qu'on a mis beaucoup d'argent parce qu'on n'a Mhm. pas régulé avec quelque chose de clair au niveau politique. Et donc, une fois que le rapport avait été écrit et que j'avais proposé un certain nombre de pistes, on m'a proposé de piloter ça, ce que j'ai fait avec Laura Les Tourneaux. Mais j'ai fait ça en plus de mon boulot de directeur de clinique. Donc pendant Mhm. 4 années, bon voilà, T'étais j'ai occupé. beaucoup voilà donné. Mais moi, mon idée à moi, c'était pas d'apprendre. Mon idée, c'était un peu ce que je te disais au début, c'était de rendre ce que j'ai eu la chance de recevoir. Et donc tous les gens critiquent le gouvernement, l'État, etc. Et moi, je me disais ouais, mais c'est facile de critiquer, Il mais faut faire, hein. essaye d'apporter ta pierre. Oui, bien Fais sûr, bien ta sûr. part, fais un peu comme le colibri, fais ta part.
Et Mhm. donc, moi, c'était un petit champ. Hein. J'ai pas résolu la pauvreté, d'accord, dans le monde ou les sujets des banlieues. C'était juste le numérique en santé. Mais dans le numérique en santé, je me suis dit, plutôt que de râler, va aider. Bien Et sûr. donc, et aider, bah, ça a été d'essayer de clarifier ce que je te dis, qu'il y ait une vraie feuille de route nationale, qu'on redéfinisse sur des sujets de souveraineté des services socles qui soient portés par la puissance publique, de bien définir la limite entre ce qui est le rôle des industriels, ce qui est le rôle de l'État, redonner une dimension citoyenne au numérique en santé. Tu as compris, je suis très porté par ce romantisme social, en fait, de redonner les données de santé aux Français, militer pour la souveraineté, créer quelque chose d'ensemble qui fédère la puissance publique, les industriels, les professionnels de santé, les syndicats pour avoir des réussites collectives. Et donc, humblement, on a redonné, je trouve, hein, pas que moi, hein, toute Mhm. l'équipe, on a redonné une sorte de trajectoire, de vision, des principes socles qui sont encore ceux d'aujourd'hui, hein, en disant, ben, il y a une partie qui doit être assumée par la puissance publique, d'autres, c'est le champ des industriels. On doit tous être alignés dans une même vision parce que sinon on disperse l'argent public. Et donc, tout ça, on a redonné Ok. cette espèce de feuille de route, en fait, nationale D'accord. et collectif. Et en plus, avec un modèle managérial, Max, qui était exactement le même que celui de la clinique, c'est-à-dire de faire D'accord. confiance. Et je me suis mis à kiffer les fonctionnaires comme j'ai kiffé les aides-soignantes à la C'est clinique. bien. Et j'ai trouvé que c'était des gens merveilleux, engagés, et donc à nouveau avec une dimension affective. Mhm. Euh, et c'est Nécessaire. toujours la même chose, enfin nécessaire. De toute façon, les êtres humains, c'est les êtres humains. Oui, c'est Hein. ça. Euh, Ok. Et ben c'est très intéressant. Et du coup, est-ce que vous avez réussi à établir des choses assez précises justement dans ce qui revient à la puissance publique, ce qui revient aux entreprises privées, comment ça s'articule? Parce que c'est un sujet qui est pas simple. Pour tout te dire, en préparant l'émission, j'ai regardé un petit peu donc DocaPost. DocaPost, c'est une entreprise qui est a priori sur fonds publics, si j'ai bien compris, 100%. Et donc du coup, c'est de l'impôt des citoyens qui va financer cette structure-là. Et en même temps, cette structure-là propose et achète, si j'ai bien compris, et fait de la croissance externe un petit peu sur les dernières années. Donc, elle achète des éditeurs de logiciels. Je me suis dit, bah, effectivement, c'est peut-être difficile d'arbitrer, de trouver la limite entre des éditeurs de logiciels financés par l'impôt, par le service public, et des éditeurs de logiciels privés. Et comment ça s'articule? Je trouve qu'il y avait des vraies questions effectivement intéressantes et peut-être pas simples. En vrai, Max, mon feeling sur ça, c'est que tous les gens qui bossent dans le secteur de la santé, tous, on est tous fonctionnaires. Toi, si tu vends un truc à un hôpital, tu es fonctionnaire. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est financé par la sécurité Oui. sociale, Tu dépends de directement ou l'argent des indirectement, contribuables. et Ouais. donc via les cotisations sociales des Français. Donc, de toute façon, on est redevable de ce qu'on fait en termes d'argent public. Tous. Les industriels, les professionnels de santé, publics, privés, c'est notre bien commun, la Sécu, qui est un système basé sur la solidarité. Moi, je suis très attaché pour plein de raisons à ce système-là. Et donc, en fait, on a une responsabilité collective, publique et privée. Moi, je crois que c'est l'alliance du public et du privé qui, dans la santé, va faire qu'on va s'en sortir. Par contre, j'ai un maillot, j'en ai un seul, c'est le maillot de la souveraineté. Moi, ce que je dis, c'est pas possible que toutes les cliniques privées, tous les labos de biologie, tous les centres de radiologie soient tous rachetés par des groupes américains, anglo-saxons, des fonds d'investissement, des fonds de pension. Pourquoi? Parce que, in fine, ça revient à ce que l'argent des cotisations sociales et de la Sécu, en fait, servent à créer de la valeur ailleurs, alors que ça devrait être recyclé dans Mhm. l'économie française, puisque c'est quand même des cotisations sociales à la base des Français. Donc, que ça soit dans les structures de soins, que ça soit chez les industriels du numérique en santé, que ça soit sur la pharma et la medtech, militer pour reconstruire dans une alliance entre la puissance publique et les industriels, à minima européens, une sorte de souveraineté sur ces sujets, c'est ça pour moi la voie. Pour plusieurs raisons. Déjà pour une question économique, recycler, recréer de la valeur économique, créer des Mhm. emplois pour nos enfants, etc. Mais en plus de ça, pour moi, à l'aune de la technologie qui sous-tend tout ce qui est toute l'éthique du système de santé, si on veut maîtriser l'éthique du système de santé avec le numérique, avec l'IA, etc. La seule solution, c'est d'être maître de nos plateformes, parce que comme ça, on pourrait s'assurer que l'éthique qu'il y a derrière, en fait, sera bien en phase avec nos valeurs. Donc moi, je dis que moi, je suis dans un groupe à capital public, Caisse des dépôts, qui est actionnaire majoritaire, un peu l'État, qu'on soit une start-up française, un industriel européen, il faut que, et où la puissance publique, l'assurance maladie, l'ANS, la DNS, toutes ces instances, les Mhm. ARS, il faut qu'on recrée une forme de souveraineté
sanitaire et technologique autour du système de santé, parce que comme ça, on sera maître de notre destin et on sera bien redevable de ce qu'on fait des cotisations sociales des Français. Et donc moi, fais partie de ces militants, en fait. D'accord, ok. Et donc du coup, je comprends, c'est cohérent et c'est légitime. Et par contre, tu dois pas être content de certaines décisions qui sont prises du coup, puisque j'ai vu que les choix sont pas toujours des choix souverains qui sont faits par l'État. Je pense là à l'école polytechnique qui avait utilisé, il me semble, Azure pour héberger ses serveurs. Où j'ai vu aussi les choix de Madame Buzyn pour le Health Data Hub, il me semble aussi. Donc, alors, je comprends qu'en fait, il y a des contraintes, hein, et donc c'est pas si simple que ça. Après, il y a une question aussi d'efficacité des outils. Donc, entre un outil français mais moins performant qu'un outil étranger qui va être plus performant, je comprends qu'il y a des arbitrages qui sont peut-être pas simples à faire. Mais du coup, l'État devrait donner l'exemple, en tout cas, pour toi, j'imagine. Moi, j'ai jamais été ambigu sur le sujet. Ah non, je parle pas de toi, hein. Oui, oui, mais je te le dis, Ouais, si ouais. tu prends le sujet de l'hébergement de plateforme nationale sur Microsoft Azure, moi, j'ai toujours dit que c'était une erreur. Depuis Mhm. toujours. Bah, surtout J'ai qu'on a des toujours hébergeurs exprimé français ça. pour le coup. Oui, alors, bien sûr qu'ils sont pas encore au niveau Oui, mais il technologique, de marche, quoi. sécurité, mais construire la souveraineté, c'est cette alliance entre les pouvoirs publics et les Mhm. industriels européens pour dire on va ensemble progresser et soutenir en fait une autonomisation de nos Mhm. technologies. Et donc, il faut être malin parce que tu pourras pas aborder tous les sujets. On sera pas capable d'être totalement Mhm. indépendant du jour au lendemain sur tous les sujets. En Non. revanche, les sujets régaliens, la santé, l'éducation, la défense, par exemple, Mhm. avec une trajectoire maligne sur les premiers sujets qu'il faut adresser, le cloud, l'IA par exemple, sur le numérique, c'est des vrais gros sujets Mhm. d'autonomie, là où tu stockes tes données. L'or, c'est la donnée de santé. Tout ça, là, préserver, avoir une stratégie industrielle en lien avec entre la puissance publique et les industriels du pays ou européens, ça c'est essentiel pour moi. Et ça, là, j'ai jamais été ambigu. Je dis qu'il faut qu'on construise des clouds européens. Je Mhm. pense qu'il faut et je milite pour le fait qu'on construise des IA souveraines avec tout ce qui va se passer. Tous ces sujets-là, il faut les travailler collectivement. Ok, donc ça veut dire que tu mets en fait la santé quasiment comme un ministère régalien, quoi. C'est-à-dire qu'on est quasiment comme la justice ou la police ou l'armée, quoi. C'est quelque chose de vraiment ultra souverain pour toi, quoi. Bah, c'est clé, en fait. Mhm. C'est clé. Si tu prends, ça touche tellement l'intime, en fait, la santé. Le Mhm. soin à la personne, c'est intime. Les données de santé, c'est des données de santé, c'est des données intimes. Mhm. Donc, moi, je pense que c'est clé dans une société, la santé. Donc, c'est un sujet sur lequel on doit être maître de notre destin en termes de politique. Une fois qu'il y a un choix de société est fait sur le modèle d'organisation de la santé, il faut se donner les moyens de préserver cette autonomie de décision et ce choix politique. Mhm. On est parti sur un système basé sur la solidarité, il y a Mhm. une forme de gratuité du soin. Enfin, tu vois, tous ces sujets-là, si tu veux le préserver, il faut que tu te donnes les moyens de préserver ça. Et donc, pour Mhm. moi, la souveraineté, c'est ça, c'est être maître de son destin. Il faut être malin. Et si tu perds le capital des industries qui bossent dans la santé, si tu perds le capital des Mhm. structures de soins, tu seras plus maître de ton destin. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Et après, c'est assez difficile. Pour le coup, c'est très ambitieux parce qu'il y a des interdépendances dans le monde actuel, capitalistique ou autre, ou d'investissement, qui Ouais. font que c'est quand même très compliqué. Pour expliquer ce que je veux dire, je prends juste l'exemple de Mistral. J'ai cru comprendre que DocaPost travaillait avec Mistral et c'est une très bonne idée, c'est une très belle boîte. Mais Mistral elle-même, qui est une boîte française, a des investissements aussi étrangers. Et donc, une indépendance totale est un peu quand même En compliquée. fait, en fait, ça là, Max, le truc de l'indépendance totale, c'est toujours l'alibi que donne ou le poil à gratter que te donnent les gens qui sont contre la souveraineté. Moi, j'ai jamais dit qu'il fallait être dogmatique. En fait, Oui, la bien sûr. souveraineté, c'est pas une religion. C'est pas une religion, c'est une stratégie. Oui. C'est pas C'est une stratégie politique même. c'est pas l'autarcie, c'est l'autonomie. Et donc ça veut Mhm. dire que c'est un chemin. C'est un Mhm. chemin que tu questionnes tout le temps et qui fait que petit à petit, et c'est jamais parfait, tu continues de conquérir peu à peu ton autonomie. Et donc tu as des voies de passage où tu dois faire des compromis, mais par contre, il faut vraiment que tu sois ultra déterminé pour pour gagner de plus en plus en autonomie. Les Chinois, ils sont devenus autonomes en quelques années au niveau industriel, au niveau numérique aujourd'hui. Moi, je pense que l'Europe, il faut avoir une sorte de volontarisme pour conquérir notre souveraineté et sans se laisser perturber par le fait qu'on t'apporte toujours un contre-exemple qui fait que tu n'es pas totalement autonome. Mais bien sûr qu'on ne sera pas totalement autonome, mais les sujets clés, il faut être malin, il faut construire sa souveraineté.
et son autonomie et son indépendance technologique, capitalistique, etc. Parce que comme ça, on pourra décider par nous-mêmes des orientations qu'on veut donner au niveau sociétal, tu vois. Et c'est ça Mhm. qui est un sujet majeur. Regarde, mon espace santé, qui est un sujet d'État, Mhm. c'est souverain. Moi, au début, on me disait c'est impossible, on n'y arrivera jamais en France. C'est souverain. Ok, et c'est adopté ou pas? Ça a réussi à... Bah, Parce qu'on... quand tu J'ai regardes, des retours assez variés, je t'avoue. bah, en fait, si tu veux, c'est sur une progression. Mhm. C'est sur une progression. Et si tu regardes, on a multiplié par 20 ou par 30 le nombre de documents médicaux qui sont à l'intérieur. Tu as une Mhm. progression chaque mois, de plus en plus de gens qui l'activent. Et ça va se construire sur la durée. Mais si on lâche pas l'affaire, ça va devenir le carnet de santé numérique des Français, si on lâche pas l'affaire sur ce sujet-là, à horizon de quelques années. Et on est vraiment sur cette trajectoire. En fait, ce qui est pénible dans la culture française, c'est que dès qu'on réussit pas tout de suite, on s'auto-flagelle, on s'auto-dénigre en permanence. Tu Oui, vois, puis il y il a y de a la contestation aussi. une autodétestation à la française. Moi, je pense Ouais. que ça, c'est une énorme erreur. C'est névrotique, hein, c'est quasiment névrotique, ça. Moi, je pense qu'il faut être humble, Mhm. mais déterminé, avoir confiance en nous sans arrogance, mais il faut construire sur la durée, pied à pied, notre autonomie. Mhm. Vraiment, je le pense. Parce que je suis très attaché aux valeurs françaises et européennes, en fait, dans le fond, qui Mhm. sont des valeurs humanistes. C'est pas le cas de toutes les cultures, hein, Max. Mhm. Non, non, bien sûr, la culture française est particulière, il y a plein de points de vue. Juste pour revenir sur mon espace santé, moi j'ai eu des sons de cloche quand même assez différents, c'est-à-dire que certains professionnels de santé avaient pas trop envie de l'utiliser parce qu'ils avaient un sentiment qu'ils avaient déjà suffisamment de contraintes sur leur activité, des libéraux en particulier. J'ai eu des échos aussi de citoyens qui m'ont dit, bah non, ça va être un outil aussi de contrôle, qui avaient un peu peur de ça. Donc c'est vrai que les Français sont peut-être assez contestataires et pas assez conservateur quelque part, peut-être pas enclin à engager des changements, mais il peut y avoir des remarques qui sont légitimes aussi là-dedans. Des éditeurs aussi qui ont dit, ben oui, mais du coup, il faut qu'on normalise toutes nos communications avec cet espace santé, etc. Donc, oui, les gens, effectivement, voient ça peut-être comme des contraintes avant de voir les avantages de cet outil-là. Euh, Alors, bien sûr, mais il faut moduler quand même, hein, parce que toutes les Mm, enquêtes très méthodologiques sur quel est le pourcentage de Français qui souhaitent qu'il y ait un outil régalien pour collecter les données numériques et le mm, carnet de santé, tu es à plus de 80% d'adhésion. mm. Donc, tu vas toujours trouver les 5% de Ok, gens donc qui c'est vont te dire majoritaire très oui. clairement. Ouais. Tu vois, donc, tu as ça. Du côté des professionnels de santé, il y a eu plusieurs étapes dans le programme et la feuille de route ministérielle du numérique en santé. La première étape, c'était de connecter automatiquement les logiciels de médecins sans qu'ils aient besoin de faire d'efforts pour qu'il y ait une copie des données du logiciel du médecin, une ordonnance, une lettre, un courrier, un résultat d'examen, en copie dans mon espace santé, pour qu'il y ait une Mhm, copie pour le citoyen. Donc la mhm, première étape, c'était ces connexions techniques, hein, mhm, informatiques, pour que le citoyen il ait de plus en plus accès à ces données. La deuxième étape actuellement, c'est dans l'autre sens, faciliter l'accès à ces données aux médecins. mhm. Donc tu vois, mais encore une fois, il faut pas lâcher sur la durée. Il faut être déterminé. C'est Et quand tu reviens stratégique. à la progression de mon espace santé, il y a eu un avant et après la feuille de route. Et ça continue. Là, tu as ce qu'on appelle la vague 2 du Ségur, où maintenant, l'État va simplifier l'accès à mon espace santé aux médecins. La première étape, c'était de faire une copie des données pour qu'au moins on ait un endroit où il y ait de la donnée de santé de façon souveraine à disposition des citoyens. Et pour moi, s'il y a une continuité dans les politiques publiques là-dessus, on fera partie. D'ailleurs, c'est vu beaucoup par l'international comme une très grande réussite, mon espace santé. Tu vois, Mhm. c'est en France qu'on fait de l'autoflagellation. Et si on lâche pas l'affaire, ben, tu verras, dans quelques années, tout le monde volera au secours de la victoire en disant c'est fantastique ce qu'on a réussi à faire Eh ben, collectivement. parfait. Je le souhaite collectivement, effectivement. D'accord. Est-ce que tu continues du coup tes activités au ministère ou en ce moment c'est Ah Doca non, non, Post non, j'ai arrêté D'accord. complètement. D'ac- D'accord, Ah ok. oui, enfin, c'est le groupe La Poste. Ouais. D'accord. Et alors je voulais aborder pour finir si tu veux, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet entretien malheureusement, toute la partie santé autonomie, parce que j'ai vu aussi que c'était quand même un des gros piliers du coup que tu gérais en ce moment. Et j'ai cru comprendre, mais corrige-moi si j'ai mal compris, que finalement il y avait une sorte de reconversion voilà des activités de la Poste qui étaient de proximité dans une activité peut-être future de santé de proximité ou d'aller voir les personnes qui sont plus en autonomie. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu tout ça? Quelle est ta vision stratégique en fait sur cette activité-là? En fait, le groupe La Poste, c'est un groupe qui, depuis Louis XIV, distribue du courrier, donc depuis 6 siècles.
Mhm. Avec l'arrivée du numérique, en 15 ans, leur cœur de métier, distribution du courrier, disparaît. Mhm. Donc imagine un métier Bouleversant. que tu fais depuis 6 siècles et en une décennie, une grosse décennie, ça disparaît. Donc c'est un groupe qui est obligé de se réinventer, ce qu'il fait, hein. Donc il s'est diversifié dans plein de secteurs, la banque, l'assurance, la logistique. Et en ce moment, il se diversifie sur deux champs, la santé et le numérique. Dans le numérique, t'as pigé. Dans le numérique en santé, on veut créer un acteur souverain Mhm. d'intérêt général à capital public pour avoir un gros industriel du numérique en santé qui se concentre sur les sujets autour de la donnée de santé. Comment j'informatise un hôpital, comment je fais de la télésurveillance, comment je fais du cloud souverain Mhm. européen santé, comment je fais de l'IA, par exemple pour faire de la synthèse médicale de dossiers dans les hôpitaux souveraines, comment je travaille la donnée de santé, comment je sais faire des études cliniques pour la pharma et la medtech avec un acteur souverain, comment je participe aux politiques publiques du système national des données de santé pour créer de la valeur en France. Tous les sujets autour de la donnée de santé, de A à Z, de comment je la collecte à comment je la traite, créer un gros acteur du numérique en santé. Donc, on rachète des sociétés pour créer un groupe à capital public et d'intérêt général d'un numérique en santé. Première thématique. Ok. Deuxième champ de diversification du groupe La Poste, qui vient en gros du service de proximité à la personne, domicile. Un facteur, c'est quelqu'un qui va dans les maisons, donc c'est des services de proximité humaine. Ben, c'est comment on peut faire ça dans la santé. Donc dans la santé, on s'intéresse au sujet d'autonomie, comment avec le vieillissement de la population et de prévention. Puisque je le dis tout à l'heure, Max, la prévention, c'est majeur pour sauver le système Mhm. de santé. Et avec le vieillissement de la population, c'est comment on fait pour maintenir les gens le plus longtemps en bonne santé chez eux. Donc, on s'est mis à se développer là-dedans, rachetant des sociétés, des prestataires de santé à domicile, des auxiliaires de vie, pour être le bras armé des plateaux infirmiers, télésuivi, télésurveillance, pour être le bras armé des médecins et des hôpitaux, pour les aider à suivre les parcours de santé jusqu'au domicile, parce qu'on est un groupe qui vient du domicile et qui vient de la proximité humaine, notamment sur les populations les plus vulnérables. Et c'est ça qu'on développe. Et tout ce pôle-là, numérique et humain, fait aujourd'hui à peu près 10 000 personnes et qu'on a créé il y a 1 an et demi, donc ça va vite, on se développe vite. D'accord. Et donc, ce sont que effectivement des nouveaux personnels, de nouvelles sociétés que vous avez rachetées, ou est-ce que c'est aussi de l'ancien personnel de La Poste qui travaille aussi dans ces sociétés-là et dans ce groupe? C'est beaucoup de rachats, beaucoup de D'accord. rachats. Tu t'improvises pas, tu transformes pas tout de suite un facteur en infirmière, tu Bah vois, non, c'est pour ça que je pose la ou un question, moi médecin. ça me semble pas facile. Donc c'est beaucoup de rachats de sociétés, mais si tu veux, sur des sujets de prévention complets, on peut, ces sociétés-là, donc on a racheté ce qu'on appelle les prestataires de santé à domicile, des services d'aide et d'accompagnement à domicile, des plateaux Mhm. infirmiers de télésuivi, télésurveillance. Ces sociétés-là peuvent utiliser pour des sujets d'information, de visite, pour recueillir quelques informations à domicile, sur des sujets de prévention, peuvent utiliser le personnel des postiers aussi D'accord. sur cette partie-là. Mais le cœur, le noyau, c'est d'abord des professionnels du secteur, des professionnels de santé, paramédicaux essentiellement. D'accord. Ok, très bien. Merci Dominique, c'est très clair en tout cas. Pour conclure, je te propose qu'il nous reste quelques minutes. J'avais envie de te poser, si tu étais nommé ministre délégué au numérique demain, qu'est-ce que ce serait la première décision que tu prendrais ou la première, première ligne stratégique à suivre selon toi? Je prendrai le sujet de la souveraineté. Ok. La souveraineté, dans mon acception, c'est une alliance entre les pouvoirs publics et à la fois les professionnels et les industriels, petits et gros, Mhm. européens, de définir une ligne stratégique pour aller conquérir à court terme des victoires collectives de souveraineté en faisant des choix dans certains Mhm. sujets. Voilà. Ça peut être le cloud, ça peut être l'éducation, ça peut être la santé, ça peut être la justice, ça peut être la défense. De très rapidement regarder en quoi les pouvoirs publics peuvent aider les industriels à conquérir cette souveraineté. Demander des garanties aux industriels de maintien dans le temps de leur souveraineté capitalistique. Et dans ce cadre-là, de voir tous les leviers possibles et toutes les victoires très court terme pour donner une sorte de souffle de victoire Mhm. collective de reconquête de souveraineté. Ça peut être de travailler sur les achats publics et sur les règles des achats publics. Mhm. Ça peut être le fait d'adresser quelques grands sujets nationaux. Je te parlais de la prévention dans la santé. Avoir une victoire collective avec une plateforme souveraine embarquant tout le pays pour un sujet de santé publique qui serait une victoire collective de conquête de notre souveraineté. Je serai à la recherche de ça en donnant tous les moyens
à la puissance publique de modifier la réglementation et de soutenir financièrement la constitution de gros acteurs entre les professionnels de santé et les industriels du secteur. Ça, on peut faire la même chose dans l'éducation, on peut faire la même chose dans la justice, d'avoir des victoires collectives stratégiques où il y a cette espèce d'alliance puissance publique et industrielle. Très bien, beau programme. Et je te souhaite d'y arriver. Merci beaucoup pour ton temps. Peut-être pour finir, un mot pour les jeunes peut-être qui voudraient innover dans la santé ou travailler dans le entreprendre d'une façon générale, porter des projets. Est-ce que tu leur conseilles? Est-ce que c'est le bon moment pour eux de s'engager? Le truc, moi qui suis un vieux, Non, pas et un encore, pas vieux, encore. si, un vieux de la santé, le truc le plus important que j'ai à dire et à transmettre aux jeunes, parce que je déteste le prosélytisme des vieux qui donnent des leçons, Mhm. blabla, souvent Non, ça mais un fait retour chier ce genre de d'expérience peut être truc. intéressant. Mais c'est pas vraiment un retour d'expérience, c'est une sorte de conviction. C'est que dans la vie, il y a des pessimistes et des optimistes. Ce qui est super avec les pessimistes, c'est qu'ils ont toujours raison, parce qu'il y a toujours un moment donné où c'est difficile, où ça merde. Donc les pessimistes, quand ils te prédisent que ça va être difficile et que ça va merder, ils ont toujours raison parce qu'il y a toujours un moment où ça rate. En revanche, tous ceux qui ont écrit l'histoire des sciences, des religions, des entreprises, des arts, ça a toujours été des optimistes. Et donc ce que j'ai à dire à un jeune, c'est si tu as envie d'écrire ton histoire, ou l'histoire d'un groupe, ou l'histoire d'un pays, ou l'histoire d'un secteur d'activité, le seul truc que tu as à retenir, c'est sois optimiste. Très bien, merci beaucoup Dominique pour ton temps et tes explications très claires. Merci Max, Bon vent à toi. toi aussi. Si cet épisode t'a plu, merci de liker, de commenter, de partager et de t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Ciao, merci.